Coup de froid sur le rallye boursier, c'est effectivement la conséquence des annonces de Donald Trump de ce week-end de sanctionner 8 pays européens avec de nouveaux éléments tarifaires si ces pays l'empêchaient de mettre la main sur le Groenland. Bienvenue dans Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options que nous préparons systématiquement avec Paul. Pensez à liker, à partager ce contenu, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à activer les notifications et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo. Au sommaire cette semaine, on va étudier évidemment le calendrier comme toujours de la semaine. On va s'intéresser au comportement graphique du S&P et en termes d'intérêt et de comportement sur les marchés dérivés. On ira bien entendu s'intéresser à des configurations graphiques qui nous paraissent pertinentes, avec notamment des ratios put-call au moment de publication trimestrielle d'entreprise, puisqu'on entame et on s'installe au cœur de cette saison de publication. Des volumes inhabituels détectés par Paul qui vont nous permettre de repérer des intérêts sur des titres. Et puis, on fera un point sur nos stratégies comme toujours et on terminera par un cas d'école sur l'argent cette semaine. Alors, avant de commencer le calendrier, vous êtes venu la semaine dernière avec Paul en formation au cours de 2 séances en petit comité de 3 heures. Ça s'est extrêmement bien passé, beaucoup d'intérêt de votre part. Merci d'être venu. Et comme ces rendez-vous ont eu un succès pour vous initier aux options, comprendre les fondamentaux des options en 3 heures dans un petit groupe, on va recommencer au mois de mars. Donc, pensez à vous abonner à la newsletter sur notre site de l'Atelier des Options pour être au courant du calendrier des événements à venir et notamment de ces prochaines formations. Parmi les événements à venir, nous serons présents au 27e salon de l'analyse technique le 27 mars prochain. On sera sur le stand du CBOE qui nous fait l'amitié, la reconnaissance de choisir l'Atelier des Options une fois encore pour les représenter et former les investisseurs particuliers sur ce marché des options. Donc pareil, abonnez-vous à la newsletter pour en savoir plus sur ce rendez-vous qui se tiendra donc le 27 mars. Pour ce qui est de cette semaine, effectivement, aujourd'hui sera férié à Wall Street, puisque c'est Martin Luther King's Day, donc uniquement des futurs Américains en éclaireur de tendance, mais qui sont déjà en baisse. Pour le programme de la semaine, on aura mercredi un discours de Donald Trump depuis le forum de Davos, donc important à surveiller. Davos qui va être peut-être le terrain d'échange et de communication un peu musclé entre l'Europe et les États-Unis, donc évidemment des discours à suivre de près. Jeudi, on aura le PIB pour le 3e trimestre, mais ce n'est pas la première publication. En revanche, on aura l'indice des prix à la consommation corps, un chiffre d'inflation important pour le mois de novembre, un décalé pour cause de shutdown à l'époque, et donc on aura ce chiffre d'inflation jeudi. Et puis on terminera vendredi par des indicateurs importants, des indices PMI des services et manufacturiers, donc qui seront publiés, indices des directeurs d'achat, et qui seront donc des indicateurs avancés sur la santé de l'économie. On voit que les chiffres depuis le début de l'année ne sont pas excellents, et dans ce contexte de tension, attention à ce que ça n'enfonce pas le clou de mouvements qui sont pour l'instant des simples mouvements de consolidation, mais qui pourraient être accentués, donc à surveiller de près. Pour ce qui est des publications principales de la semaine, on aura mardi Netflix qui publiera, 3e aussi, Johnson & Johnson mercredi, GE Aerospace jeudi, Procter Gamble jeudi aussi, et puis Intel qui publiera, et Freeport-McMoRan. Alors j'ai mis Freeport-McMoRan en rouge, c'est une erreur de ma part. Autant pour moi, Freeport-McMoRan, on va la regarder en détail, le ratio put-call n'est pas si complaisant que ça avant sa publication. En revanche, pour ce qui est de Netflix et de Procter Gamble et d'Intel, on va les regarder, ces ratios qui sont un peu à l'extrême. Je vous rappelle que quand on est en vert sur le ratio put-call, c'est que les opérateurs sont très optimistes, très pessimistes, et quand ils sont en rouge, c'est qu'ils sont très optimistes. Quand on est entre les deux, orange, c'est un peu moins, et puis jaune, encore un peu moins, on se rapproche de niveaux équilibrés, mais il y a une configuration graphique qui est intéressante sur Procter Gamble. Donc, encore une fois, en vert, c'est que les opérateurs sont très pessimistes, et quand on est en rouge, c'est qu'ils sont très optimistes. Ça n'est pas le cas sur Freeport-McMoRan, petite erreur d'affichage à l'écran. On va donc tout de suite aller regarder notre graphique du S&P en hebdomadaire que vous voyez s'afficher à l'écran. On a un ratio put-call sur l'indice S&P qui est à 0,89. On n'est pas particulièrement complaisant. On est en zone basse d'optimisme. Rien de fort à regarder de ce côté-là.
C'est plus flagrant sur les indices européens par ailleurs. Sur la semaine, la position, alors que l'indice a baissé légèrement, hein, il a perdu 0,38% dans cette grande bougie d'indécision, hein, qu'on voit ici, ce grand doji, un petit corps de larges mèches de chaque côté qui traduit bien l'indécision et le début des tensions qu'on pressentait déjà la semaine dernière entre l'Europe et les États-Unis. Eh bien, l'annonce a enfoncé le clou et les futurs sont en baisse, mais une position ouverte qui a plutôt baissé la semaine dernière, sauf que vendredi, dans la séance de légère baisse de vendredi, eh bien, la position ouverte a augmenté. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une hausse de position ouverte sur les futurs américains dans un mouvement de baisse vendredi. Alors pour l'instant, ça peut être considéré comme de la couverture, mais attention à ce que sur ces points hauts de marché, et dans un contexte qu'on évoque régulièrement ensemble de prudence, à mon avis, pour cette année à venir, eh bien, ce ne soit pas le retour des vendeurs qui soit marqué. Donc pour l'instant, un peu tôt pour le dire, c'est assez faible, mais à surveiller cette hausse de la position ouverte dans cette petite séquence de baisse de vendredi, hein. On n'a pas baissé énormément vendredi soir de 0,06% finalement, mais un contre-pied, hein, puisqu'on repartait à la hausse et on a terminé finalement en baisse. Les enjeux graphiques, je dézoome un instant en hebdomadaire à nouveau. On a un indice S&P qui s'était installé au-delà de 6920. Sur les futurs, on est aux alentours de 6860 points pour l'instant. Donc on réintègre le range précédent 6734, 6920. Fausse sortie, réintégration, c'est pas un très bon message graphiquement, et on va aller voir qu'on a quelques éléments graphiques et techniques qui nous indiquent que le mouvement de baisse pourrait se prolonger un petit peu, mais ça reste, à mon sens en tout cas, techniquement et graphiquement canalisé pour l'instant. Donc on va ouvrir en gap demain mardi, hein, puisque les marchés américains sont fermés aujourd'hui, probablement, sauf changement évidemment d'annonce d'ici là, mais aux alentours donc de ce niveau de 6850 points, on a donc rompu la petite ligne de tendance haussière qui fonctionnait depuis le 18 décembre, hein, testé une fois, deux fois et trois fois ici. Ça permet de déceler deux figures graphiques différentes, soit un biseau d'épuisement, alors on le voit ici, hein, avec ces deux obliques noirs qui se resserrent vers le haut. Biseau, eh bien, on rappelle que la cible du biseau, c'est le pied du biseau, donc ça renverrait vers le point bas du vendredi 2 janvier, donc plus bas, situé à 6824 points, au-delà de ce niveau de support important à 6820. Donc avec des futurs qui sont déjà aux alentours de 6860 points, alors qu'il laisse, ça laisse un mouvement de baisse complémentaire qui n'est pas énorme, mais à surveiller, donc de l'ordre de 0,5-0,6% à envisager en extension baissière. Ce qui est intéressant, c'est que bien, si on supprime ce biseau, on avait évoqué ensemble avec une structure en vague de Wolf, avec une vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse qui s'est bien arrêté entre la 1 et la 2, et puis cette oblique formée par les points 1 et 3 qui n'a pas été testée et débordée pour valider la vague de Wolf, mais qui, eh bien, malgré, avec le mouvement de baisse d'aujourd'hui, peut être envisagée comme plausible en tout cas, donc pour aller rallier l'oblique formée par les points 1 et 4 ici. Donc cette oblique ici qui nous renverrait sous les 6820 points pour la séance de mardi 20 janvier, ça donnerait un niveau cible à 6762 qui est un niveau de support intermédiaire. Et puis surtout la réintégration du canal haussier de long terme, hein, je vous renvoie ici en mensuel à la borne haute de ce gros canal haussier, hein, qui est actif sur le S&P depuis au moins 2022. On avait même testé en 2020 et qui avait bien fonctionné, notamment la borne basse, mais cette parallèle, eh bien, était un enjeu. Et donc attention à ce qu'on ne retourne pas sous ce niveau-là. En mensuel, c'est relativement loin, hein, pour le mois de janvier, puisque c'est 6765. Donc, cette zone de support 6734, 6765 qui est en jeu ici, avec le gros support à 6734, qui est le bas du range actuel. Donc, retour manifestement dans le range 6734, 6920 pour le S&P, un tout petit peu de pression baissière détectée vendredi. Attention à ce que les éléments et les événements n'enfoncent pas le clou et ne révèlent pas des velléités baissières plus importantes. Je rappelle que si on rompt 6734, c'est retour un range plus bas avec 6550 en mire. On pourrait considérer qu'on rompt une alerte de moyen terme dans ce cas-là. Donc attention à ce mouvement de baisse complémentaire. Et en tout cas, nos craintes et notre prudence bien, sont relativement justifiées pour l'instant, même si, compte tenu du contexte, le mouvement reste assez canalisé. Après le S&P, je voulais vous montrer une configuration graphique intéressante, un titre qui, à mon sens, traduit bien l'excès
et les mouvements possibles de consolidation sur la tech américaine avec CrowdStrike, dont j'ai regardé le PER qui est de plus de 380 fois pour l'année en cours et de plus de 1000 fois pour 2027. Bien, les opérateurs ont l'air d'avoir identifié ce foyer d'excès avec bien une couverture en nuage noir formée sur le mois de novembre et depuis un titre qui continue son mouvement baissier. Or, depuis, on a détecté une structure de retournement en épaule, tête, épaule ici, avec rupture de la ligne de coût, throwback la semaine dernière, puis accélération baissière probable, même si, encore une fois, les marchés et les actions sont fermés aujourd'hui et on n'a que les futurs en éclaireur de tendance pour ce début de semaine. La cible de cette structure, elle renverrait sous les 399 aux alentours de 391,30, cible idéale du mouvement de cette structure, donc, et qui marquerait aussi la rupture du canal haussier au sein duquel CrowdStrike évolue depuis quelques semaines. Donc prudence, c'est le mot à retenir dans ce contexte. La structure et la ligne de coût sont situées aux alentours de 478,80. On peut aller chercher jusqu'à 482. Cette ligne de coût, on voit qu'il y a eu des petites mèches au-dessus, mais que systématiquement, depuis qu'on l'a rompue la semaine du 29 décembre, on ne repasse pas au-dessus de ce niveau. Donc un mouvement de baisse complémentaire sur un titre CrowdStrike qui était bien des fleurons de la hausse des dernières semaines. Et encore une fois, des dégagements sur la tech américaine qui incitent à la prudence, à mon sens, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, et un tempo qui n'est plus le même, même s'il y a eu des foyers d'intérêt intéressants par ailleurs. Parmi les publications de la semaine que nous voulions vous montrer, on a Netflix. Alors évidemment, le marché est un peu plombé pour l'instant, mais on a un ratio put-call qui est à 1,03 alors que le titre va publier cette semaine. Donc à surveiller évidemment de ce côté-là. Je rappelle que Netflix publiera demain mardi. 1,03, ça n'est pas un extrême de pessimisme, mais on arrive dans une zone à surveiller d'opérateurs qui eh bien, sont relativement prudents. C'est pour ça que le ratio put-call est en vert pâle, pas vert foncé, mais vert pâle. Il y a un petit excès, et puis vous souvenez-vous, la semaine dernière, Paul avait détecté aussi des volumes inhabituels et une stratégie haussière, un bull call spread monté avec un opérateur qui avait quand même pris un très très gros pari haussier de 70 000 calls 110 d'échéance août, financé en partie par une vente de 70 000 calls de août 2026 aussi, de prix d'exercice 130, donc un opérateur qui s'attend à un mouvement haussier rapide, enfin en tout cas un mouvement haussier assez important, et qui dans l'idéal aimerait voir le titre clôturé le plus proche possible des 130, mais qui peut aussi bien profiter d'un mouvement de rebond sur le titre Netflix. Alors pour l'instant, quand on zoome en journalier, Netflix s'inscrit toujours dans un biseau baissier. Elle a mordu dans la partie basse. On va voir comment le titre se comporte après la publication demain, qui aura lieu avant l'ouverture des marchés américains probablement. Donc un petit biseau. Je rappelle que la structure du biseau, c'était le principe du biseau, c'est que si on déborde la borne haute, eh bien on va chercher le pied de ce biseau. On peut le situer ici, donc avec un niveau à 97,33, ça peut permettre d'alimenter un petit rebond sur ce titre à court terme, et pourquoi pas être la base d'une structure de retournement de long terme. Encore une fois, le contexte de marché est lourd, ça peut peser, on n'a pas des ratios extrêmes, mais un titre qui nous semble intéressant à surveiller pour un éventuel rebond, même si pour l'instant ça reste baissier, et on a rompu en clôture la semaine dernière ce niveau de 88,68, donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus au moins, c'est un message un peu négatif, mais à surveiller pour un éventuel rebond sur Netflix qui n'a pas un ratio put-call extrême. Et encore une fois, on sait que c'est la publication qui emportera la décision des opérateurs, mais que ce comportement un peu pessimiste peut jouer dans le sens d'un rebond. Autre titre sur lequel on n'a pas un ratio extrême, mais une configuration intéressante aussi, c'est Procter Gamble. Procter Gamble, on va dézoomer pour commencer en mensuel. On a un titre qui a pas mal consolidé, qui évolue sous une ligne de tendance baissière depuis plusieurs semaines maintenant. Après ses sommets, son pic haussier du mois de mars dernier, toujours baissier, mais on a une réaction intéressante sur un gros niveau de support pour Procter Gamble, avec donc ce rebond sur ce support à 137,80 par deux fois, une zone de prix qui est importante, qui a permis de former la dernière accélération haussière au débordement de 147,60, et on a sur le titre donc un ratio put-call qui n'est pas à des niveaux extrêmes, mais des réactions, vous le voyez en hebdomadaire, qui sont intéressantes. Alors, le ratio put-call devrait être en jaune à 0,62, ça veut dire on est relativement optimiste, mais pas à des mouvements extrêmes sous 0,30, 0,40, donc médian.
Mais on a ces mèches basses intéressantes qui permettent de former 2 marteaux sur Procter& Gamble en hebdomadaire, hein, pour la semaine du 8 décembre et puis pour la semaine du 5 janvier, avec cette oblique baissière qui bloque pour l'instant le titre pour permettre de former un rebond plus marqué. Mais on a vu des volumes en hausse aussi dans la séquence haussière de la semaine dernière. Donc 2 marteaux, une séquence des opérateurs qui sont certes un petit peu optimistes avant la publication, mais un niveau de support préservé. Donc au débordement de 147,60, mais on pourra aller chercher un rebond et une réactivation de la tendance haussière pour Procter& Gamble. Évidemment, la rupture de 137,80 donnerait un mauvais message pour le titre, mais une configuration qui nous paraît intéressante malgré le contexte un peu lourd. Autre titre qui en revanche nous donne des signaux de prudence et d'inquiétude, c'est Intel. Intel, on a un ratio put call à 0,34 comme vous le voyez à l'écran. Là, on est en rouge, hein, puisque ça signifie que les opérateurs sont particulièrement optimistes avant la publication. Or, le titre Intel a énormément rebondi depuis plusieurs semaines maintenant, hein. On l'avait identifié il y a assez longtemps, Intel comme une possible recovery, titre qui avait été bloqué pendant des semaines dans un petit range depuis août 2024, un petit range 18,84-26,20 qui avait formé une grosse accélération haussière, une pause et une deuxième accélération pour aller chercher des niveaux de résistance majeurs à 49,60. Et là, on voit que Netflix forme potentiellement, le signal n'est pas donné encore, une vague de Wolf avec une vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 qui s'est bien arrêté entre la 1 et la 2, et 5 qui a débordé pour l'instant l'oblique formé par les points 1 et 3. Donc attention, si Netflix venait à rompre cette oblique formée par les points 1 et 3 donc au cours de cette semaine, c'est-à-dire se réinstaller sous 46,18, eh bien on validerait cette vague de wall qu'on voit très bien aussi en journalier. En plus, on a eu des petits signaux de faiblesse contre cette résistance à 49,60, avec un avalement baissier, un pendu en haut de marché, une bougie baissière avec des volumes relativement modestes pour l'instant. Mais donc attention à l'ouverture des marchés demain et suite à la publication de Netflix qui aura lieu euh, de Intel, pardon, autant pour moi, qui aura lieu Intel jeudi. Donc ça laisse le temps de se positionner sur le titre et donc d'envisager ce mouvement de baisse complémentaire pour aller chercher l'oblique formé par les points 1 et 4. Donc un mouvement qui, eh bien, selon le moment où il serait atteint, permettrait, si c'était je sais pas, le jeudi 23 janvier, d'aller chercher ce niveau de 31,44 par exemple. Si le mouvement est rapide, ça ira évidemment un peu plus vite dès la publication. Mais donc un mouvement de baisse assez important à envisager pour Intel, qui a bien performé et qui donc serait uniquement pour l'instant dans un mouvement de consolidation, dans un gros mouvement haussier, mais un mouvement de baisse qui peut être intéressant à surveiller. Donc un cas extrême à notre sens ici, qui est probablement le cas le plus extrême de la semaine en termes de ratio put-call, 0,34. Je rappelle que c'est très très optimiste de la part des opérateurs pour un titre qui a beaucoup progressé. Autre titre qui va publier cette semaine et qui nous intéresse, c'est Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan. Voilà. Le ratio put-call est à 0,52, donc on n'est pas dans un cas extrême, mais on est relativement optimiste. C'est un titre qu'on a évoqué souvent ensemble pour une recovery, enfin une réactivation haussière, une réactivation haussière de long terme à mon sens, avec au moins en mire ce niveau de 66-70 depuis que le titre a débordé cette résistance à 49,87. Donc un mouvement haussier qui était important, hein, qu'on avait évoqué souvent avec Paul, avec vous, 73% de rebond depuis le début du mois de septembre, une première cible intermédiaire atteinte à 56,75, donc à surveiller un éventuel petit retracement au moment de la publication, et donc tant qu'on est au-delà de 56,75, ça reste aussi, on peut avoir un peu de volatilité à court terme, sinon on risque de retracer un petit peu plus, un autre niveau de support intermédiaire ici. Encore une fois, hein, cette minière qui profite de la hausse du cuivre notamment et qui fait partie des titres qui ont pas mal performé. Donc 53,63, 56,75, un niveau à préserver absolument. Invalidation bien sûr sous 49,87. Et pour l'instant, la cible reste 66,70 au moins si le titre veut continuer donc à performer. Donc le ratio put-call 0,52, on n'est pas dans un ratio extrême hyper significatif, on n'a pas de cas extrême, mais ça pourrait entraîner des petits retracements. Attention à ces deux gaps laissés ouverts sur le titre Freeport-McMoRan en hebdomadaire qui reste donc incomblé, donc peut-être un peu de volatilité autour de ce niveau de support que je n'ai pas encore placé en vert, mais intermédiaire à 56,75 pour cette semaine. Donc
à surveiller. Parmi les autres titres qui nous intéressent, ce sont des volumes inhabituels détectés par Paul sur les options. Or, on a détecté Bank of America, un volume inhabituel sur les options la semaine dernière. Eh bien, et on l'avait évoqué ensemble, un ratio put-call qui était très optimiste pour entamer en amont des publications. Même si les publications étaient bonnes globalement, eh bien, le consensus et la réaction est baissière, d'autant plus qu'on avait cette structure de retournement, d'épuisement, un biseau d'épuisement qui était très propre cette fois-ci, avec une cible idéale située à 50,43. Le titre a effectivement baissé nettement la semaine dernière de 5%, et donc il se stabilise pour l'instant, si on joue mon journalier, sous un niveau de support à 53,14, mais on a ouvert quand même avec un net gap baissier, deux net gap baissiers d'affilée, donc peut-être gap de rupture, gap de continuation, et donc un mouvement complémentaire qui renverrait effectivement en direction de 50-43. Donc c'est un peu plombé pour cette bancaire américaine. Autre volume inhabituel et configuration, eh bien c'est JP Morgan Chase, hein, on l'avait évoqué ensemble aussi la semaine dernière. Un peu de prudence à avoir, et cette vague de Wolf qui se confirme suite à la publication du titre. Je vous rappelle qu'on avait ici une vague de Wolf formée par cette structure, vague 1, 2, 3, 4. 5, on l'avait débordé cette fois-ci et réintégré eh bien, la semaine dernière assez puissamment. Bon, je vous ai donné comme cible cette oblique formée par les points 1 et 4. Ça reste bien sûr d'actualité. Le mouvement serait invalidé si on se réinstallait au-delà de 321,40, mais un peu de lourdeur sur le secteur bancaire et des mouvements de baisse complémentaires à envisager pour aller chercher la cible de cette oblique formée par les points 1 et 4 ici. Parmi les autres titres que nous voulions vous montrer, on a SMCI, peut-être un peu une configuration un peu plus favorable, aussi un volume inhabituel sur les options, et effectivement, on a assisté à un mouvement haussier intéressant de Super Microcomputer vendredi, qui a progressé de plus de 10%, près de 11%, à 8% de hausse sur la semaine, et un avalement haussier en hebdomadaire avec une réaction importante sur ce niveau de support à 27,70. Alors je vais dézoomer en mentionnant un instant pour montrer la configuration. Voilà, un titre qui avait très bien performé et qui vient retester des niveaux de support clés et un avalement haussier sur un niveau de support intéressant. Donc peut-être un arbitrage, encore une fois, en tout cas des opérateurs qui ont trouvé de l'intérêt sur ce titre et sur les options des volumes inhabituels. Donc on a un premier niveau de résistance important situé à 39,90. Je l'ai mis un petit peu au-dessus à 40,92. Cette zone de prix va être importante, mais ça laisse un rebond potentiel assez fort sur ce titre qui avait bien performé et puis nettement baissé depuis jusqu'en 2024, qui s'est stabilisé depuis et qui revient sur ce gros niveau de support à 27,70. Donc peut-être une configuration haussière avec un gros volume pour Super Microcomputer. Autre volume dont on connaît les bases cette fois-ci, inhabituel détecté par Paul, c'est sur l'ETF industriel State Street Industrial Select Sectors, un achat de puts massif, 76 000 puts achetés sur le mois de mars au prix d'exercice de 135, alors que l'ETF cote à l'instant 166,90, coté en clôture vendredi soir 166,90. C'est un opérateur qui est assez prudent sur le secteur. On peut rappeler qu'on avait détecté au mois d'octobre aussi une position équivalente qui avait entraîné, après laquelle s'était mis en place un mouvement de baisse un peu marqué, donc un opérateur qui a peut-être bénéficié de ce retracement au mois d'octobre et qui, eh bien, une fois encore, considère qu'il y a de l'excès. En tout cas, ça reste aussi, on n'a pas d'invalidation, mais des prises de position fortes à la baisse, ou en tout cas de protection. On ne connaît pas le détail de la stratégie de cet opérateur, bien entendu, mais qui nous incite bien, à être peut-être prudent. En tout cas, la cible haussière idéale, c'est 170,45, premier niveau cible. Attention, sous 163,18, on invaliderait le mouvement haussier avec des retracements qui pourraient être plus marqués. Un opérateur qui s'est montré particulièrement prudent sur cet ETF. Et puis, avant de passer à notre stratégie de la semaine, on va aller faire un point sur nos stratégies. On reste avec un taux de réussite de 84,6% sur un total de 43 stratégies. J'intègre celle de cette semaine. On a 6 stratégies perdantes, 33 gagnantes. 4 sont en cours avec celle du jour. On va effectivement ouvrir un Iron Condor sur le silver, sur l'argent. On a un taux de probabilité qui semble favorable et surtout une volatilité assez forte qui nous incite à aller regarder de ce côté-là et donc à aller traiter cet Iron Condor, une stratégie un petit peu particulière qu'on n'a pas utilisée souvent et qui peut être intéressante. On va regarder tout de suite graphiquement ce que ça donne. Je rappelle que l'Iron Condor consiste à
envisager un mouvement de relative stabilité, hein. On peut faire des choses assez larges avec l'Iron Condor, avec une vente de call et puis une vente de put qui vont être protégées de chaque côté par un achat de put plus bas et un achat de call plus haut. L'idée étant d'envisager une stagnation du sous-jacent. L'iShares Silver Trust est le sous-jacent qui permet de traiter l'argent. Or, on a constaté avec Paul que eh bien, la position ouverte sur les options n'envisageait pas de débordement du niveau de 100. Donc, on peut créer son Iron Condor, évidemment, en fonction de sa sensibilité au risque. Plus on va acheter un call et vendre un call lointain, eh bien, plus la vente de call lointaine, moins elle va rapporter de primes. Plus on va avoir un call proche, plus on va être protégé, mais plus on va consommer la prime qu'on a encaissée, plus on va éloigner l'achat de call, moins on est protégé, mais moins cette protection sur la vente de call va nous coûter cher. Et c'est la même chose pour la vente de put. On va vendre un put qui va nous permettre d'encaisser de la prime, de prime qui va être enfin, vente qui va être protégée par un achat de put, mais cet achat de put va nous coûter, évidemment, en termes de prime, moins que la vente, mais diminuer la stratégie. Donc, encore une fois, même mécanisme. Plus je vends mon put haut, ben, plus je vais encaisser de prime. Plus j'achète un put haut, plus il me coûte cher et plus il vient en déduction de la prime vendue. Et encore une fois, plus je vais m'éloigner avec mon achat de put, et bien moins cette protection va me coûter cher, mais plus je cours un risque. L'intérêt aussi éventuel de cette stratégie, donc, c'est de tabler sur la stagnation possible de l'argent, qui a quand même connu un très très gros parcours haussier. Les bornes, bien, on les fixe avec donc ces ventes d'options. On considère aussi que la volatilité étant très haute, eh bien, on va pouvoir bénéficier de cette baisse de volatilité, de cette éventuelle stabilisation de l'argent à l'intérieur des bornes qu'on aura fixées, et donc d'être protégé en cas d'accélération aussi marquée au-delà d'un certain niveau, donc une protection, bien entendu, qui limite la perte potentielle. Et puis, à la baisse, intéressant de constater aussi que si on vient terminer dans la zone qui est située entre la vente de put et l'achat de put, eh bien, je vais être acheteur, puisque je serai assigné à l'échéance, en tout cas, sur cette vente de put, et donc je serai acheteur de l'argent, donc de l'ETF iShares Silver Trust, qui permet donc de se positionner éventuellement pour se positionner acheteur du sous-jacent à des niveaux plus intéressants. Hein. L'iShares Silver Trust cotait 81,02 à la clôture de vendredi. On peut imaginer que bien, si on venait clôturer sous la vente de put, eh bien, on pourrait acheter, acquérir l'argent à des niveaux inférieurs aussi. Donc ça peut être en plus une stratégie qui permet d'anticiper une relative stabilisation, d'encaisser de la volatilité et puis de racheter le sous-jacent plus bas. Évidemment, si on terminait sous l'achat de put, la stratégie d'achat, les deux positions de vente et d'achat se neutraliseraient et dans ce cas-là, il faudrait décider ou pas d'acheter le Silver Trust directement ou de traiter sous forme d'option pour rentrer, mais en tout cas une opportunité d'acheter dans une zone de prix qui peut être intéressante, fixée encore une fois en fonction de votre sensibilité selon la stratégie. Voilà quelques éléments que nous voulions vous proposer pour ce début de semaine qui s'avère un peu compliqué. Vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Atelier des options, bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications, bien entendu. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine à toutes et à tous avec un peu de prudence, vous l'avez compris.